La maladie de la peste est une zoonose et se transmet donc de l'animal à l'homme. Tout d'abord, pour savoir comment la société médiévale a fait face à la peste, ne faudrait-il pas mieux connaître la maladie et la bactérie qui la constituent, ainsi que la manière dont elle est transmise à l'homme? La bactérie de la peste fut découverte par Alexandre Yersin en 1894. Alexandre Yersin était un disciple franco-suisse du grand scientifique Pasteur, qui, en 1888, à l'âge de 25 ans, devient médecin à Paris pour ses études et sa thèse sur la tuberculose. C'est lorsque la peste originaire de Mongolie toucha les côtes sud de la Chine qu'il fut envoyé par le gouvernement français ainsi que l'Institut Pasteur afin d'étudier les raisons de cette épidémie. Une fois sur place, il apprit que les chercheurs japonais étaient eux aussi sur l'affaire et que les hôpitaux anglais de Chine préférèrent aider les Japonais plutôt que lui, représentant français. Il installa donc un laboratoire rudimentaire qu'il arriva à alimenter en données en payant les matelots anglais chargés d'enterrer les cadavres pour y avoir accès et prélever quelques buvons. Grâce à ces échantillons prélevés, il commence à étudier la maladie et écrivit. Je fis rapidement une préparation et la mets sous le microscope. Au premier coup d'œil, je reconnais une véritable purée de microbes tous semblables. Ce sont de petits bâtonnets trapus, à extrémités arrondies et assez mal colorés au bleu de Loeffler. Il y a beaucoup de chances pour que mon microbe soit celui de la peste, mais je n'ai pas encore le droit de l'affirmer. Il fut révélé plus tard que ces quelques phrases parlaient effectivement de la bactérie de la peste. Dans ces lignes, Yersin nous décrit un bacille. Effectivement, la forme de petits bâtonnets trapus à extrémités arrondies est bien celle que l'on attribue au bacille. Même si Alexandre Yersin est à l'origine de la découverte de la bactérie constituant la peste, il ne parvint pas à comprendre par quels moyens elle est transmise à l'homme. Il émet l'hypothèse de la mouche. Hypothèse à laquelle il croit très peu, ce qui explique qu'en 1898, il devient un fervent supporter de la théorie d'un autre pasteurien impliquant le rôle de la puce et du rat dans la transmission de la bacille à l'homme. L'expérience faite par Paul-Louis Simon pour confirmer son hypothèse fut de mettre dans un enclos 2 rats séparés par des cages, ainsi que des puces. L'un des rats était malade, le deuxième était sain. Quelques jours plus tard, les deux étaient malades, ainsi que la moitié des puces. La bactérie Yersinia pestis fait bien sûr partie du règne de la bactérie. Elle est de la division Protebacteria et de la classe Gamma Protebacteria. Elle a un gramme négatif, c'est-à-dire qu'elle est organisée en 3 grandes parties, avec 2 membranes, l'une plasmique, l'autre externe, et un espace périplasmique comportant la paroi. Elle est de la famille Enterobacteriaceae, c'est-à-dire fait partie de l'ensemble des bacilles gram-négatifs retrouvés partout, dans le sol, dans l'eau et surtout dans les intestins des hommes et des animaux. Elle est du genre Yersinia, a une forme de cocobacille, c'est-à-dire qu'elle a une forme d'ovale de bacille, qui est entre celle de la coque et du bacille, et a une taille de 0,5 à 0,8 sur 1 à 3 micromètres. Il y a 3 variétés de la souche, l'orientale, la médiévale et l'antique, qui ont été distinguées microscopiquement grâce à des traces de protéines microbiennes détectées même après plusieurs siècles. Ce germe possède plusieurs facteurs de virulence qui lui ont permis de survivre chez l'humain. Il utilise les nutriments des cellules hôtes et empêche la phagocytose, ainsi que le mécanisme de défense. Le génome de Yersinia pestis a été réalisé en 2001 par l'équipe de Julian Parkhill de l'Institut Syngers à Cambridge. Ils ont détecté que 4002 gènes codaient des protéines du bacille. Yersinia pestis a évolué il y a seulement quelques milliers d'années d'un microbe intestinal non mortel, Yersinia pseudotuberculosis, ou aussi appelé bacille malassez des Vignes, connu depuis 1883, à sa forme actuelle. C'est par des chercheurs archéologiques, de chercheurs du Northwestern University Feinberg School of Medicine à Chicago, qu'a été identifiée la source des mutations. La bacille malassez des Vignes est pathogène et déclenche des adénites mésentériques ou un syndrome d'appendicite, mais est relativement peu mortel, alors que Yersinia pestis, son clone après 2 mutations, est très mortel. La Yersinia pseudotuberculosis a acquis, il y a 10 000 années, la capacité de coloniser les poumons par sécrétion. Cette mutation correspond à l'apparition du gène produisant l'enzyme PLA. La deuxième mutation est survenue vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Cette mutation est intervenue au niveau de ce gène et a rendu la bactérie très agressive, avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé. C'est cette alliance
qui a entraîné la nouvelle propagation et le nouvel impact sur l'homme qui conduisit aux différentes pandémies de peste, dont la peste noire. Dès lors, la synergie entre ses moyens de diffusion et son agressivité ont conduit à l'explosion pandémique de la peste noire. Des études ont été faites par comparaison de génomes de bactéries Yersinia pseudotuberculosis et Yersinia pestis actuelles, remontées jusqu'à leur forme ancestrale par des méthodes génétiques de chronologie et de population. Ce bacille se montre chez l'homme sous plusieurs formes. La peste bubonique, la peste septicémique et enfin la peste pulmonaire. La première forme qui est apparue chez l'homme est effectivement la peste bubonique, qui se caractérise par l'apparition de bubons au niveau des ganglions lymphatiques, c'est-à-dire au niveau des aisselles, du cou et de l'aine. Elle se repère au bout de 2 à 6 jours, soit le temps d'incubation de la maladie, avec l'apparition d'un état fiévreux, de frissons, nausées ainsi que des douleurs musculaires, intestinales, des malaises et des vertiges. Les bubons n'arrivent que plus tard, souvent 2 jours après les premiers symptômes, et indiquent le lieu de la première piqûre. Un bubon, ou adénopathie tendue, est aussi le signe de la multiplication des bacilles. L'inflammation des ganglions périphériques sont des tuméfactions, des enflures douloureuses, et ces tuméfactions sont entourées d'odéomaties, qui sont des gonflements survenant dans les tissus sous-cutanés d'une infiltration de sérosité. Des taches noires apparaissent au niveau des ganglions et enflamment en même temps que la fièvre monte. Ces taches noires sont le signe d'hémorragie sous-cutanée et ont donné leur nom à la peste noire. Cette version est mortelle entre 60 et 80% lorsqu'elle évolue en peste septicémique. Sinon, le bubon suppure et il y a guérison après un long temps de convalescence. La peste septicémique est une évolution de la peste bubonique et se déclenche lorsque les défenses immunitaires du malade sont dépassées. Cette version de la peste se caractérise par une chute de la pression artérielle ainsi que de la gangrène. C'est la destruction des tissus et atteint presque tous les organes, le foie, la rate, le sang, le cœur et même les poumons. Cette version est plus rapidement mortelle et peut évoluer en peste pulmonaire. La peste pulmonaire est le cas le plus rare de peste, mais aussi le plus grave. Elle est mortelle dans 100% des cas. Les voies respiratoires sont vite infectées et elle peut causer une pneumatie aiguë asphyxiante avec des expectorations abondantes et sanguinolentes. Elle est qualifiée de primaire lorsque le malade n'a jamais connu autre forme de peste et secondaire lorsqu'elle découle d'une autre version de la peste. Maintenant, intéressons-nous à la façon dont ce bacille a pu s'introduire dans le corps humain. Comme dit précédemment, la peste est une zoonose, elle n'a donc pas affecté que l'homme. En effet, avant d'avoir contaminé la société, le bacille était présent dans le rat. Le rat est dit réservoir. Un réservoir est un être vivant assurant la conservation d'un agent pathogène biologique ainsi que sa transition à l'homme. Dans ce cas-ci, les réservoirs ne développent pas le pathogène. Les rats noirs, Rattus ratus, sont plus résistants à la maladie que les autres rats, même si ces autres espèces de rongeurs sont elles aussi réservoirs du bacille Yersinia pestis, comme la marmotte, qui joue un rôle important dans la propagation de la pandémie. La puce, elle, joue le rôle de vecteur, c'est-à-dire qu'elle transmet la maladie. Vecteur actif, car elle transmet mais est aussi malade. Mais la puce fait partie des rares vecteurs et qui ne meurt pas de la maladie. Effectivement, elle ne meurt au bout d'une période que de 1 mois, non de la maladie directement, mais de la faim à cause de son tube digestif, bouché par la multiplication des bacilles dans son tube digestif. Cette multiplication empêche alors le sang aspiré d'entrer dans l'estomac de la puce et de nourrir la puce. La puce Xenopsila chaeopis étant petite, de l'ordre du millimètre, 10 puissance moins 3 mètres, et les bacilles se multipliant à une vitesse moyenne de 20 minutes, leur taille est de l'ordre du micromètre, 10 puissance moins 6 mètres. Le vecteur puce pique l'homme et l'infecte ainsi si le réservoir rat meurt près d'une maison. Dès lors, le schéma qui s'appliquait chez les rats inclut désormais l'homme. Une puce saine pique pour se nourrir un rat malade et ingurgite les bacilles qui commencent à le rendre affamé. Pour combler cette faim, elle va donc piquer d'autres rats et la transmettra ainsi le bacille. Et ainsi de suite, la puce peut aussi piquer un ou plusieurs hommes et lui transmettre la maladie. Un homme, une fois piqué, contracte une forme de peste dite bubonique. Comme dit précédemment, un bubon se forme au niveau de la piqûre. Cette peste peut tourner en peste
septicémique, qui peut elle aussi tourner en peste pulmonaire. En effet, les bacilles qui circulent dans le sang humain peuvent se retrouver dans les poumons et alors peuvent être transmissibles d'homme à homme sans autre vecteur. Comme les poumons sont infectés, l'homme tousse et libère des aérosols particules qui contiennent le bacille et contaminent tout individu proche, dans un rayon d'environ 2 mètres. Ce deuxième individu est atteint de peste bubonique, pulmonaire, primaire, car il n'a pas été piqué par une puce, mais a été infecté par voie orale. Le bacille contamine d'abord les poumons, puis contamine un troisième individu. Les deux atteints de peste pulmonaire meurent très rapidement. Nous pouvons donc parler d'une épidémie. Un individu peut aussi contracter directement une peste septicémique sans avoir précédemment contracté de peste pulmonaire, si un rat l'a mordu et qu'ainsi il lui a transmis des bacilles. Si le corps est parvenu à détruire les bactéries et à mettre fin à la maladie, c'est que les défenses immunitaires du malade ont été assez résistantes. C'est-à-dire que d'une part, la réaction immunitaire rapide a marché en partie. La réaction immunitaire rapide est non spécifique et est effectuée par les phagocytes, qui réalisent la phagocytose. La phagocytose se déroule en 4 étapes. Premièrement, le leucocyte reconnaît l'antigène, agent étranger, et s'y adhère en l'apportant à sa surface. Ensuite, il l'injecte en formant 2 extensions cytoplasmiques qui entourent et englobent l'agent étranger. Puis, à l'aide d'enzymes, le phagocyte digère l'antigène et enfin rejette les déchets. Les phagocytes sont des cellules dites sentinelles. Elles circulent dans le sang afin d'être le plus proche possible en cas d'arrivée d'un corps étranger. Son passage des vaisseaux sanguins au site infecté est appelé diapénèse. D'autre part, il y a la réaction immunitaire lente qui survient avec les lymphocytes B. Les lymphocytes B, avec leur terminaison, reconnaissent l'agent étranger par leur antigène. Si les anticorps d'un lymphocyte B sont compatibles avec les antigènes d'une bactérie, ce lymphocyte va se multiplier dans les ganglions lymphatiques, tout en concevant un modèle pour la mémoire immunitaire. Les nouveaux leucocytes créés vont ensuite permettre la libération d'anticorps qui vont s'accrocher aux antigènes de la bactérie et former ainsi un complexe anticorps-antigène. Ce complexe va ensuite, par un phagocyte, être digéré. On appelle cela la phagocytose accélérée. Face à cette bactérie, le corps humain déclenche son système immunitaire afin de tenter de détruire l'agent étranger et d'y survivre. La bactérie, une fois dans le derme de l'homme, est entraînée dans le flux lymphatique vers les ganglions. Les cellules de défense de l'organisme, comme les macrophages, reconnaissent l'agent étranger et parviennent aux ganglions par le flux sanguin pour détruire le bacille. Cependant, Yersinia pestis est doté d'une arme puissante, un appareil de sécrétion qui injecte des toxines au sein des cellules immunitaires. Les YOPJ, par exemple, se fixent sur les molécules ayant des structures proches des MAP kinases, ensemble de protéines nécessaires à l'induction de la mitose dans les cellules eucaryotes, et des NF-κB, protéines impliquées dans la réponse immunitaire, et les détruit. Ces molécules sont responsables de la défense de l'organisme et des cellules. Ainsi, en se fixant sur YOPJ, elles désactivent leurs propriétés et provoquent la mort du macrophage. Le bacille détruit de cette manière toutes les cellules immunitaires situées dans le ganglion et lui-même. Il n'y a alors plus de défense immunitaire et donc plus de danger pour la bactérie, Yersinia pestis, qui peut se propager facilement dans le flux sanguin. Puis, elle va se diriger vers tous les organes de l'homme. De plus, le bacille de Yersinia pestis se multiplie très rapidement dans les tissus de l'hôte infecté.